Bonjour à Nouna et à Diebougou, bonjour à Bobo Dioulasso et à Wargaï. Bienvenue à cette nouvelle audience du tribunal de l'actualité, votre rendez-vous de décryptage des faits et événements marquants d'ici et d'ailleurs. Les stratégies et choix électoraux de notre pays sont au cœur de cette audience qui reçoit pour vous Kayaba Aristide Béré. Il est administrateur civil, ancien président de l'Office national d'identification ONI, mais également ancien directeur des libertés publiques et des affaires politiques. Bonjour Monsieur Béré, merci d'honorer notre convocation. Bonjour Président, bonjour Monsieur les juges. En face de vous, en effet, deux juges de ce tribunal pour les éclairages autour du sujet inscrit au rôle aujourd'hui. Bonjour juge Bernard Boudman. Bonjour Président Tomondi, bonjour juge Vaha, bonjour Madame, Monsieur. Bonjour juge Boudman, bonjour Président Tomondi, bonjour auditeurs et téléspectateurs. Bonjour et bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue à la troisième audience du tribunal de l'actualité pour cette semaine sur la télé interactive Tru TV et sur votre radio 100% urbaine, c'est Watt FM. Dans ce prétoire, vous le savez, les faits sont sacrés et les commentaires libres. Aujourd'hui, on parle élection avec Kayaba Aristide Béré, docteur en sciences juridiques et administrateur civil de son État. Quel est l'état du dispositif électoral actuel du Burkina et que doit-on faire pour l'adapter à nos réalités, à notre contexte, au sortir de la transition? De tout cela, il sera question au cours de cette audience qui démarre comme d'habitude avec la séquence avant-propos des juges que je convoque à présent. C'est la séquence prisée des avant-propos des juges et les juges ont la parole. On commence par vous, Bernard Bougman. Deux avant-propos. Hier, nous avons vu le compte rendu qui a été fait par la direction de la communication et des relations publiques du ministère de l'administration territoriale où le ministre a reçu l'ambassadeur d'Égypte pour faire le point des Burkinabés qui ont été formés en Égypte. Donc, ce sont les forces de la sécurité intérieure, notamment la police, mais aussi les éléments de la gendarmerie. Et donc c'est une formation qui continue depuis pratiquement les années 83 ou 86, mais qui continue. Donc hier je disais que l'Égypte c'est une puissance militaire. L'Égypte c'est la première puissance militaire africaine, 16e au plan mondial sur le classement de 145 pays. Donc ça veut dire qu'on a beaucoup à apprendre de l'Égypte. Maintenant, dans le contexte où nous plaignons qu'il y a des Européens qui donnent des armes à l'Ukraine et qu'ils ne nous en donnent pas, l'Égypte également c'est un arsenal militaire sur le plan de la logistique, donc parlant du matériel. Donc, est-ce que sur les aspects de la coopération, on a aussi regardé ces éléments? Je le dis, c'est très important parce que nous passons notre temps à nous plaindre que les autres donnent à l'Ukraine et ne nous donnent pas. Alors qu'à côté de nous, il y en a qui peuvent également nous appuyer dans ce sens-là. Qu'est-ce qu'il est dit? Donc, que des Burkinabés se forment en Égypte. Oui, il y en a qui se forment en Égypte, il y en a qui se forment à Madagascar, d'autres au Cameroun, tout comme d'autres pays aussi viennent se former ici dans plusieurs autres domaines, quoi. Voilà, donc c'est bien cette coopération, mais je pense qu'au-delà de cela, c'est de pousser loin le bouchon. Deuxième avant-propos très rapidement, c'est le lancement des travaux de la construction de la cour d'appel de Ouagadougou, parce que la cour actuelle, quand il pleut, il y a des travailleurs même qui ne viennent pas au service. Quand vous arrivez, le bâtiment est suffisamment lézardé et vous avez peur parce qu'il avait été très mal construit en son temps. Il y a eu beaucoup de polémiques. Des gens se sont amusés avec l'argent. Donc finalement, c'est un bâtiment d'abord qui ne répond pas aux normes, mais qui présente des signes inquiétants par rapport à pouvoir tenir en cas d'intempérie. Et donc, chaque jour qui passe ou chaque saison hivernale, mais c'est la crainte. Donc, voilà, aujourd'hui, hier, les travaux ont été lancés à hauteur de 6 milliards pour le budget de l'État qu'il faut construire, alors que la lumière n'a pas été suffisamment faite sur les malversations qui nous ont rendu un bâtiment en piteux état et quelques années après, il faut ériger un autre R+5 parce que celui-là, il est très difficile et quand vous regardez, vous rentrez à l'intérieur, ça ne va pas. Donc, qui est-ce qui a été à l'origine de ces choses-là? Bon, je pense qu'on ne fera pas la lumière, on va construire un nouveau bâtiment. Ça va nous coûter, j'ai dit bien 6 milliards, c'est beaucoup d'argent. On ait suffisamment un espace adapté aux travaux des magistrats, je suis d'accord, et des justiciables, je suis d'accord, mais aussi il y a un dossier qui doit être quand même éclairé parce que c'était trop gros en son temps et ça a défrayé la chronique jusqu'à présent.
Défrayer la chronique, sortir de l'impunité, apporter les éclairages là où il faut, c'est nécessaire pour avancer. Double ration d'avant-propos donc avec le juge Bernard Bougma, et on écoute à présent le juge Geoffroy Vara. Oui, merci Président. J'aurai 2 avant-propos. Je vais Aussi. aller très rapidement et pour être très bref. Hier, j'étais au CIAO, Salon international de l'artisanat de Ouagadougou. J'avais une interview à réaliser avec le directeur général. C'est qu'il est très coincé. Pour l'avoir, c'était pas facile, mais on a pu le faire. Mais en même temps, on a fait une visite des stands. J'ai été très heureux de revoir des dames. Ce sont des femmes qui sont réunies en association, on va dire comme ça. Ils sont regroupés. Pour dire ça tout simplement, et le CIAO leur a permis de pouvoir avoir un stand et exposer. Ce sont des femmes déplacées internes. Elles sont pratiquement une centaine. Moi, je les avais vues une première fois à Gampela. Et elles font les pagnes à tisser, fabriquent du savon et autres petits produits et de ce genre. C'est vraiment seulement sur ça qu'elles comptent pour pouvoir s'en sortir. Parce que ce qu'elles cherchent et ce qu'elles recherchent, c'est un peu de dignité. Pas tant de la main. Elles ont appris quelque chose et elles veulent pouvoir en vivre. Et avec cela, elles s'occupent de leurs enfants. Vous allez les voir. Et moi, ça m'a fait chaud au cœur quand je les ai revus au CIAO en train d'exposer, proposer leurs produits aux passants et tout. Et ça, c'est quelque chose. Ça invite aussi les Burkinabés que nous sommes à faire un tour, à y faire un tour, parce qu'il y a beaucoup de choses à découvrir. Et puis, il y a une façon aussi de montrer notre compassion et puis notre empathie pour ces dames-là. Pas seulement qu'elles, peut-être l'art burkinabé de façon générale, mais je marque une halte pour ce qui les concerne, parce que chacune d'elles, si elles vous racontent ce qu'elles ont vécu, vous aurez froid dans le dos. Et puis la façon dont elles tentent de façon digne de se relancer, pour moi ça c'est quelque chose d'important et c'était un peu mon coup de cœur. Deuxième avant-propos, c'est cet édito, on va dire presque collégial, fait par la presse burkinabé sous la bannière des organisations professionnelles des médias, après la sortie du Premier ministre de Tambela, qui disait qu'il fallait recadrer, lorsqu'il avait reçu le président du CSC, recadrer les médias pour éviter la pagaille. Il faisait un parallèle avec Radio 1000 Collines, et cela n'est pas tombé dans l'oreille de sourd, parce que les acteurs du domaine ont compris que là, il faut quand même aussi dire au Premier ministre et lui rappeler qu'on a une presse professionnelle, et quand on veut en parler, il faut y mettre toute la mesure. On les a entendus moins lorsqu'il s'agissait de menaces à l'endroit notamment de professionnels de médias, jusqu'à menaces de mort, et on sait aussi le contexte dans lequel on est, où les uns et les autres sont voués aux gémonies, pour peu qu'ils sortent des propos critiques objectifs d'ailleurs. Donc on est dans ce contexte-là. Il ne s'agit pas pour un responsable comme lui de mettre de l'huile sur le feu à travers des propos pareils, voués aux gémonies des médias et des professionnels de médias qui sont professionnels, je le précise encore. Et donc vous lisez, vous pourrez les lire en tout cas cet édito qui a été fait, et il est très riche, il pèse, il est très profond, et j'espère aussi que le Premier ministre qui est allé à la cloche de bois au Mali lira cela. Lira cela, en tout cas, c'était aussi une double ration d'avant-propos pour le juge Geoffroy Vara, une double ration sous forme d'abord de coup de cœur envers ces PDI, ces personnes déplacées internes qui dignement essayent de remonter la pente, et aussi un coup de gueule avec cet édito qui veut mettre le doigt sur la plaie et pour dire certaines réalités. C'était la première articulation de cette audience du tribunal de l'actualité qui cède la place à une autre, la fenêtre des généralités. Quelques questions d'intérêt général à notre convoqué du jour. C'est Kayaba Aristide Béré, administrateur civil et ancien président de l'Office national d'identification ONI. Question de généralité avec vous, Bernard Bougma, et je précise une fois de plus, enfin pas une fois de plus, je précise à l'intention de nos auditeurs et de nos téléspectateurs que Kayaba Aristide Béré est co-auteur avec Tidiane Kaboré d'un ouvrage intitulé Droits des associations au Burkina Faso, présenté le 29 octobre 2022 à Ouagadougou. C'est un ouvrage qui aborde le droit processuel et matériel ainsi que la fiscalité associative dans notre pays. Oui, Bernard Bougma. Merci. Alors, vous avez été directeur général donc en charge des libertés publiques. Aujourd'hui, les activités des partis politiques sont suspendues entre griffes sans qu'on ne sache réellement le contenu. Et pour les organisations de la société civile, c'est pareil, même s'il y a des regroupements qui se font. Alors, dans des circonstances pareilles, quel est le genre de contenu qu'on peut mettre pour que l'homme politique lui-même ou le citoyen sache qu'est-ce qui est réellement suspendu et qu'est-ce qui ne l'est pas en termes d'activité politique?
Eh bien, il faut remarquer que les activités ont été effectivement suspendues pour les organisations de la société civile et les partis politiques suite au communiqué numéro 3, à son point 7 et 8. Une précision a été apportée par le gouvernement, notamment le ministère de l'administration territoriale, sur le contenu à avoir sur la suspension des activités des organisations de la société civile, mais pour les partis politiques, il n'y a pas eu de précision. Le contenu est sujet à caution parce que de notre point de vue, à partir de la réactivation de la Constitution, si une suspension devrait se faire, ce serait plutôt par un acte plutôt normatif et non par un acte de nature communiquée, parce que le communiqué n'est pas tellement, s'il peut se comprendre dans un contexte d'état d'exception et qui a précédé et qui a suivi le coup d'État, la suspension de la Constitution et la dissolution des autres institutions subséquentes, si la légifération par communiqué peut se comprendre, actuellement, il faut d'autres moyens beaucoup plus normatifs pour pouvoir régler ce type de questions relatives aux libertés publiques qui sont très sensibles, comme vous le savez. Alors, les réunions se tiennent, les partis politiques disent que les réunions se tiennent, même s'il y en a qui ont suspendu leur BPN, les réunions des bureaux politiques, du bureau politique national, mais bon, le CDP a pu t'aider pour lui. Mais ça, ce sont des instances. À supposer qu'un parti politique, au terme des délais légaux, donc, selon les lois du Burkina, doit tenir son congrès dans ces conditions, et puis on dit que les activités sont suspendues. Alors, si les instances ne sont pas tenues, le parti viole la loi et est en porte-à-faux avec la loi. Comment est-ce qu'on fait en ce moment? Est-ce que ce parti peut se réclamer toujours légal, ou bien aux yeux de la loi, comment on fait? Je pense qu'il faut bien distinguer la suspension du parti et la suspension des activités des partis politiques. Oui. Et parce que si la suspension d'un parti est consacrée par la charte portant la charte des partis et formations politiques, la suspension généralisée, elle, n'est pas prévue. Et pour les activités, on aura du mal à savoir qu'est-ce qui relève du fonctionnement normal des partis politiques et qu'est-ce qui relève de l'article 13 de la Constitution du Burkina, qui donne les 3 fonctions du parti, à savoir l'animation de la vie politique, la conquête et puis l'expression des suffrages. Donc, d'un point de vue, la réaction du gouvernement de transition par rapport à la tenue du congrès, de la session du bureau politique, du congrès pour la démocratie, le progrès, va donner plus de contenu quant à la compréhension à avoir sur la suspension qui a été décidée depuis le communiqué numéro 3. Quant à la compréhension à avoir de l'activisme politique débordant. Oui, on revient au même débat. Hein. Qu'est-ce qu'il faut entendre par activité politique débordant? Et c'est comme nous sommes dans un contexte, je me situe très précisément dans le contexte avant la réactivation de la Constitution. Enfin. Voilà. Si on se situe dans ce contexte, activisme politique débordant, il appartient vraiment à celui qui en a décidé ainsi de donner le contenu. De donner le contenu et on passe à vous, Geoffroy Avara, pour les questions généralité. De généralité. Ce qu'on va parler de la question des élections, je pense que la transition c'est 24 mois à compter depuis le 1er juillet. Voilà, à compter du juillet dernier. 2022. Voilà, à compter de juillet 2022. On a déjà grignoté dedans. Hein. On connaît la réalité sécuritaire aussi qui est peut-être un préalable. Bon, relativement, il faut dire aussi. Est-ce que le contexte dans lequel nous sommes et la réalité de ce que certains partis politiques disent qu'on n'a pas encore abordé les questions des élections, est-ce qu'il faut craindre? Est-ce qu'il faut s'en préoccuper quand on regarde les délais qui nous restent, le temps qui nous reste? Oui, il y a 2 propos à ce niveau. Il y a la périphérie même de la matière électorale qui constitue les instruments juridiques nécessaires à l'organisation des élections qu'il faut revoir et qui sont d'ailleurs annoncés pour être revus. Quand vous prenez la relecture du code électoral qui est annoncé, la charte des partis et formations politiques, la loi sur le quota genre, la loi sur le financement, etc., etc., ce sont des textes législatifs dont la relecture prenne énormément de temps. Réviser un code électoral, je peux vous avouer d'expérience que c'est extrêmement difficile parce que chaque mot ou chaque virgule compte énormément dans le code électoral. Ça, c'est la périphérie. Les projets de loi qui sont annoncés, les réformes qui sont annoncées par le Premier ministre. Quant au contenu même de la matière électorale, en l'état,
lorsque vous prenez les délais, moi je prends juste les délais incompressibles de la matière électorale, il faut 70 jours pour les partis légalement constitués pour pouvoir être candidat. Mettez 70 jours à partir d'aujourd'hui et vous verrez à peu près à quelle période vous vous situez. Il faut au minimum, selon l'article 126 du code électoral, 50 jours pour le dépôt des candidatures aux élections présidentielles. Ajoutez les 50 jours, il y a la tenue des élections. La campagne électorale, c'est 20 jours. Vous avez ensuite, à partir de la tenue des élections, 7 jours pour la CENI pour proclamer les résultats provisoires, 7 jours pour faire les recours contre les résultats provisoires, 2 semaines pour le Conseil constitutionnel pour vider le contentieux et proclamer les résultats définitifs. Je vous invite donc à mettre ces délais-là bout en bout et vous verrez dans quelle situation on est rigoureusement. Je pense que si d'ici février, on est déjà en février, si d'ici mi-février, mi-mars, mars au plus tard, quelque chose n'est pas décidé quant à la tenue, à la date du scrutin, ça va être extrêmement difficile de tenir le délai du 1er janvier, du 1er juillet 2024. Simplement par un simple alignement des délais qui sont prévus dans le code électoral actuel, même sans l'avoir révisé. 70 jours, 50 jours, 1 semaine, 2 semaines, vous avez mis bout à bout, on comprend déjà. Bout à bout, on sent manifestement que c'est extrêmement tenu quant à la possibilité de tenir dans le délai du 1er janvier, du 1er juillet. Quand vous mettez même à côté, même après l'élection, vous avez le second tour, éventuellement. Le second tour, vous avez 2 semaines de campagne, vous avez 1 semaine pour proclamer les résultats provisoires, 2 semaines pour vidanger le contentieux, à peu près 2 semaines pour passer le flambeau aux nouvelles autorités élues, organiser la session de l'Assemblée législative, l'Assemblée nationale, et faire prêter le président, le serment le président, etc. Tout ça, ça prend énormément de temps avant qu'on ne décide que la transition a effectivement fini. Et puis, commentaire, précision aussi, pour ceux qui nous écoutent, lorsqu'on dit que 24 mois à partir de juillet, c'est 24 mois pour qu'on passe le flambeau, c'est pas pour commencer à organiser des élections. Justement, donc ça, c'est tout ça aussi qu'il faut comprendre. C'est ce qu'on avait utilisé en 2015, vous vous rappelez, et pour pouvoir calculer. Et quand vous calculez les délais électoraux, vous prenez les périodes les plus basses, le lot le plus bas, la date la plus basse possible pour vous permettre de rebondir en cas de difficulté. Et c'est ce qui nous avait permis en 2015 de rebondir lorsqu'il y a eu le coup d'État manqué. Il y a eu une perturbation du processus électoral. Si on n'avait pas pris la date la plus basse, on serait coincé et les délais de transition ne seraient pas tenus. La date la plus basse en l'occurrence était en octobre et puis finalement les élections se sont tenues en novembre. Oui, on est dans les généralités, on sait que ce qui nous tient, c'est aussi les questions sécuritaires. Et on a comme l'impression que ce soit les partis politiques ou même nous, on n'a que des annonces on a pris ici, là-bas on est inquiété, il y a des déplacements ici, on n'a pas une carte clair de la partie, de la portion du territoire qui est maîtrisée. Je ne sais pas si quelqu'un là, ou si on a communiqué là-dessus, on l'a de façon empirique, selon les informations qu'on a. On n'a pas une définition claire des choses. Est-ce que ça aussi, le fait qu'on n'a pas une évolution, peut-être partager des choses, est-ce que ce n'est pas un problème ? Oui, effectivement, je comprends, parce que quand vous gouvernez, il y a des choses que vous savez et que le commun des mortels ne sait pas. Il y a des réalités que vous vivez et que les gens ne vivent pas. Et effectivement, la principale équation, c'est l'équation sécuritaire. Et sans qu'elle ne soit définitivement résolue, il va être difficile d'organiser les élections. Mais quand j'ai suivi quand même le séminaire sous-régional de la CENI, régional d'ailleurs, j'ai cru comprendre qu'il y a des méthodes d'organisation des scrutins même en période d'insécurité. Il y a des pays qui étaient là, comme le Nigeria qui était sous l'empire de Boko Haram. Il y a la CENI de la RDC qui était là, qui a tenu des élections et qui se prépare à tenir des élections dans un contexte pas comme le nôtre, mais un contexte d'insécurité. Il y a des pays, il y a des expériences qui ont été partagées par des organismes internationaux en charge des élections qui expliquent qu'il y a des méthodes d'organisation des élections même en période d'insécurité. Par exemple, on n'est pas tenu de le faire le même jour. On n'est pas tenu de le faire le même jour sur l'ensemble du territoire national. On peut décider de faire Param Ouagadougou aujourd'hui, Bobo demain, etc., etc. si tant est qu'on veut effectivement le faire.
Mais le 40-60 en termes de contrôle, est-ce que ça ne nous met pas quand même dans une proportion quand même assez forte? Il n'y a pas de seuil. C'est pas en termes de répartition spatiale le problème, puisque au fond le 40-60 pose le problème de la légitimité démocratique. Aujourd'hui, même si vous avez 80% du territoire et que vous avez par exemple 10% de la population, ça ne vous sert à rien. Donc il faut cumuler à la fois la conquête du territoire et la conquête de la population en même temps, subséquemment. Parce que ce qui va déterminer la légitimité, ce n'est pas tant l'occupation spatiale, mais plutôt le nombre de personnes en mesure de participer au processus électoral. Avec c'est presque 2 millions de personnes déplacées, on n'est pas encore sorti de l'auberge. Vous l'avez indiqué tout à l'heure, la Commission électorale nationale indépendante du Burkina a organisé, c'était du 7 au 9 décembre 2022 à Ouagadougou, un séminaire sous-régional sur la résilience des organes de gestion des élections dans les processus électoraux et la crise sécuritaire en Afrique subsaharienne. Un séminaire qui a regroupé des acteurs nationaux ainsi que des participants venus notamment de la Centrafrique, du Bénin, du Mali, du Niger, du Nigeria, de la République démocratique du Congo et du Togo. Nous sommes donc en plein pied dans cette audience, une audience qui reçoit Kayaba Aristide Béré, administrateur civil, président de l'Office national, ancien président de l'Office, ancien directeur général, pardon, parce que j'ai dit président de l'Office national d'identification, ça veut dire que vous serez président bientôt. C'est l'ONI. Nous sommes donc à plein pied et suite au développement des questions générales, vous êtes en train de dire en creux que on est en train de jouer peut-être sur les dates, on ne sait pas si les élections vont effectivement se tenir, alors qu'on a fait la promesse ferme à la CEDEAO qu'on respectera les délais de 24 mois. Moi, je ne juge personne. Vous me connaissez un peu. J'ai toujours une posture purement technique. J'expose les questions telles qu'elles sont dans le code électoral. Moi, je dis, si aujourd'hui les choses ne sont pas faites à temps, et les délais ne peuvent pas être tenus. Ça c'est objectif et c'est connu. Si les partis constitués ont 70 jours pour être reconnus, au moins, et se présenter, faites 70 jours, vous verrez. Et sans oublier le temps de préparation et les consensus à obtenir avant même le déroulé du calendrier. Prenez le cas du vote des PDI. Vous en avez parlé, 2 millions. Quel est le consensus de la classe politique, d'une manière générale, le consensus des acteurs du processus électoral sur le vote des PDI. Voilà. On a parlé du 40-60. Quel est le consensus des acteurs politiques et étatique sur la problématique du 40-60. Il faut que ces questions soient consensuelles, parce que ce qui est important aussi en matière électorale, ce n'est pas tant l'organisation réelle même du processus, c'est aussi le consensus des acteurs. On peut s'entendre sur du mauvais et que ça passe. On peut dire la vérité et que ça ne passera pas. Donc le consensus, notamment en matière politique et principalement en matière électorale, est essentiel. En tout cas, le consensus est essentiel. Le comité technique chargé de l'élaboration du projet du chronogramme actualisé de la transition a d'ailleurs institué ses travaux au Premier ministre. C'était le 26 janvier dernier à Ouagadougou. Jusque-là, en tout cas, on dit respecter ce délai de 24 mois imparti à la transition par le sommet extraordinaire de la CEDEAO du 25 mars 2022 et accepté par les autorités issues du coup d'État du 30 septembre 2022. Bernard Bougman. Merci. Alors, à vous entendre parler, c'est-à-dire d'un point de vue technique, si c'est d'ici à la mi-mars, on n'enclenche pas quelque chose, ce n'est pas aussi évident pour la date qui a été retenue. D'un point de vue technique, je veux dire. Oui, purement technique. En regardant pas autre chose d'ailleurs. Peut-être il y a d'autres considérations techniques, matérielles, organisationnelles qui entrent en jeu. Mais quand vous alliez simplement les délais, vous comprenez que si on ne démarre pas vite, ça va être difficile. Alors ici on démarre, mais il y a des aspects qu'on laisse tomber. Par exemple, la relecture des textes également. Oui, c'est ce que j'ai dit. C'est le consensus qui prévaudra. Si les déficiences qui ont été relevées dans le code électoral, notamment sur la représentation, notamment sur le vote de suffrage universel direct des maires, sur la question du quota genre, sur le financement, sur la corruption électorale. Si on dit, bon, écoutez, nous sommes dans une période d'indéterminisme politique, il faut laisser ces questions
en l'état, on verra plus tard. Si le consensus décide qu'il en est ainsi, on peut aller avec ces délais et ces dispositions légales. En ce moment, c'est tenable. En ce moment, c'est tenable. En ce moment, c'est tenable. N'oubliez pas également que on parle de la CEDEAO, dans le protocole CEDEAO, il est interdit de réviser les lois électorales de façon non consensuelle 6 mois avant les élections. Donc tout cela doit être mis bout en bout pour pouvoir décider. Alors que le constat actuel, c'est que entre la classe politique et les dirigeants, en dehors de la rencontre que le chef de l'État a eue avec les partis politiques et les organisations de la société civile pour faire le point de la situation et les questions politiques maintenant étant reléguées à la primature, il a été annoncé à plusieurs reprises que le Premier ministre va recevoir les entités politiques, mais bon, ce dialogue en tout cas il n'a pas encore commencé. Donc c'est des partis politiques également qui piaffent d'impatience. Maintenant, dans le contexte sécuritaire, effectivement, la question c'est comment on l'organise. Et ça aussi c'est véritablement une paire de manches. C'est un commentaire, ce n'était pas une question, Président. Ok, c'était un commentaire, c'était pas une question. Oui, Geoffroy. Voilà, vous rappeliez la rencontre qu'il y a eu, et tout à l'heure lui aussi le rappelait, à Ouagadougou, sur les questions même électorales, avec les partages d'expérience de certains pays qui connaissent aussi, quoi qu'on dise, des crises, et qui ont connu des crises, mais qui ont pu faire des élections et bien les faire. Quand on regarde le cas du Burkina, quels peuvent être les futurs, quels sont les bons exemples possibles? Parce qu'il y a 2 dimensions quand on regarde. Il y a la participation des personnes déplacées internes qui sont dans des conditions de vulnérabilité, donc pour lesquelles le vote n'est pas forcément la priorité. Parce que c'est une autre dimension. Et puis, il y a la question de la sécurisation même des élections elles-mêmes. Et quand on regarde dans le partage d'expérience, ce qui est sorti en termes de propositions, qu'est-ce qui est pertinent? Ce qui est pertinent, bon, bien malin, qui peut dire effectivement ce qui est pertinent, mais quand vous regardez l'expérience de la Centrafrique, du Congo, du Mali même d'ailleurs, qui a aussi fait des élections dans un contexte difficile, quand vous regardez le contexte de 2020 ici, où une petite expérience d'organisation en période d'insécurité a été faite, on peut procéder par des zonifications, c'est-à-dire que si on s'entend que les choses, comme un peu dans l'opération d'enrôlement, peuvent ne pas se faire immédiatement, ça veut dire on décide qu'une zone vote ou fait aujourd'hui, demain on peut aller dans une autre zone, ça permet en même temps de faire voter, de mobiliser temporairement les forces dans une zone précisément, pas de façon généralisée sur l'ensemble du territoire national, mais de façon parcellaire sur une partie, et on passe effectivement à l'autre zone. C'est des exemples comme ça qui peuvent être expérimentés. Et par exemple la question du vote des PDI, la question de leur attachement. Aujourd'hui, la question se pose moins dans une élection nationale que dans une élection locale. Le vote des PDI est complexe quand il s'agit des opérations électorales communales et villageoises. Mais ça se pose avec moins d'acuité quand il s'agit d'une élection provinciale. Ça se pose avec moins d'acuité, surtout lorsqu'il s'agit d'une élection nationale où, peu importe là où vous êtes sur le territoire national, c'est simplement une agrégation des voix. Vous voyez, même à l'étranger, on peut aller faire le vote à l'étranger et agréger les voix pour le compte du niveau national. Il y a des propositions du genre, on peut revenir par exemple à la région, comme circonscription électorale pour les députés, et non s'en tenir rigoureusement à la province. Vous voyez que quand vous prenez la dimension régionale, la question se pose moins en termes de vote que si vous ramenez la question au niveau provincial, au niveau communal ou au niveau villageois. C'est des expériences comme ça qui ont été partagées, et bon, il appartient effectivement aux autorités qui doivent décider de quoi effectivement va être notre mode opératoire. Et ça, en même temps, ce que vous dites, ça a une petite blague, c'est que quand on regarde, même s'il faut y aller, est-ce qu'il ne faut pas oublier, même pas juste oublier, pour certains territoires, certaines zones, est-ce qu'il ne faut pas se dire que bon, c'est fini, il ne faut pas parler de communal là-bas, puisque celui
lui qui était, je sais pas moi, maire ou quoi, il est aussi déplacé en tel que ses populations. Par exemple. À quoi ça sert de le voter lorsqu'il va même pas retourner là-bas? Par exemple. Donc il y a beaucoup de débats sur ça. Si lui-même il est conscient qu'il ne peut pas aller, que son conseil ne peut pas se tenir, les impôts locaux ne peuvent pas être levés, la municipalité ne fonctionne pas, l'éducation, la santé ne fonctionne pas, il ne peut pas objectivement exiger la tenue des élections dans sa commune. Il le sait. Il ne peut pas exiger la tenue des élections dans sa commune. Et beaucoup de gens s'interrogent d'ailleurs sur l'utilité de ces élections. On se demande si vraiment ça vaut le coup d'organiser des élections maintenant, si ça vaut le coup même d'organiser des élections l'année prochaine, en 2024. Quel est votre avis sur la question, alors qu'on sait bien entendu que la transition doit finir par se finir et que pour qu'elle se termine, il faut qu'il y ait des élections? Ce qui est bien est qu'il faut que les choses se terminent calmement. Parce que les rapports de force sont par essence fluctuants, contingents. La transmission pacifique est beaucoup plus... il est mieux de s'efforcer d'organiser une transition pacifique. Parce que comme je le disais, les rapports de force sont fluctuants. On peut être fort aujourd'hui et demain ne pas l'être. Donc la pertinence, l'opportunité ou non d'organiser des élections doit être posée en termes d'avenir et non en termes de souvenirs. Parce qu'on se dit, oui, c'est peut-être le passé qui nous a engendré ces difficultés, mais quelles sont les perspectives, quel est l'avenir que nous projetons pour notre pays? Est-ce qu'on peut tenir dans ce contexte pendant, par exemple, 10 ans? Est-ce qu'on peut tenir pendant 5 ans? Moi, je ne sais pas. Mais je sais que si une situation n'est pas démocratiquement consensuelle, elle engendrera forcément des difficultés. Elle engendrera des difficultés, oui. Mais quand on écoute aussi certains dans leur argumentaire, ils disent, bon, si les élections qu'on a eu à faire ne nous ont pas sauvés, parce qu'après il y a un président qui a été tombé, c'est parce qu'il faut tirer la leçon qu'on l'a forcé dans un contexte où les Burkinabés n'étaient pas forcément prêts. Est-ce que cet argumentaire tient? D'une manière générale, est-ce qu'on pose la question de la légitimité? Si on pose la question de la légitimité des autorités élues, il faut le poser d'une façon globale, parce que les sources de légitimité sont nombreuses. Si vous prenez la légitimité démocratique intrinsèquement considérée, vous remarquerez que notre système électoral souffre d'une déficience démocratique patente. On remarque que le citoyen burkinabé a une tradition de bouder aux urnes. Aux dernières élections de 2020, quel était le taux de participation? 50%. Quand vous prenez le pourcentage obtenu par le président élu au premier tour, à peine 1 600 000 personnes. Quand vous faites le rapport avec l'ensemble de la population, ça donne à peu près 15% de la population. Donc, des points de vue légitimité propre, sans même contexte sécurité, l'élection au Burkina pose un problème de légitimité, de mobilisation des citoyens, parce que le processus électoral évolue sous l'orage, pour emprunter les propos de Seydou Badia, parce qu'il n'arrive pas à mobiliser largement les couches sociales. Prenez l'histoire de 1991, le référendum, c'était combien pour cent? L'élection de Blaise Compaoré en 91, c'était combien pour cent? À peine 25% de taux de participation. Donc il y a cette tradition-là de bouder l'aller aux urnes. Donc c'est pourquoi j'ai dit il faut l'envisager de façon globale et se dire, bon, écoutez, la question de la légitimité ne se pose pas seulement parce que nous sommes dans un contexte de transition, mais elle se pose d'une manière globale. Et il appartient justement aux acteurs politiques de voir dans quelle mesure on peut réfléchir à mobiliser plus largement l'électeur. Ça passe par quoi? La capacitation des partis. Quels sont les partis aujourd'hui qui ont une certaine envergure nationale, capables d'organiser, de mobiliser, d'agréger les problèmes nationaux? Je me suis amusé à regarder quels sont les partis qui ont présenté des candidats dans toutes les circonscriptions électorales du Burkina. Oui. 8. Sur les 13... Sur les 216 partis qui existent au Burkina Faso, en 2020, il n'y avait que 8, sauf méprise de ma part, qui ont pu présenter des candidats dans toutes les circonscriptions électorales. Donc ça veut dire que d'un point de vue agrégation des problèmes nationaux,
les partis n'arrivent pas à soulever les problématiques nationales. Et donc, du coup, et cela même s'est exacerbé encore avec la question des candidatures indépendantes, où on réduit les candidats indépendants à la conjoncture locale électorale. Quelqu'un est bon, fort à Dori, il se fait seulement élire à Dori. Si vous lui dites de présenter un candidat à Banfora, il ne peut pas. Si quelqu'un est fort à Banfora, si vous lui dites de présenter un candidat à Dori, il ne peut pas. Donc, on érige les problèmes individuels, les conflits individuels en problèmes nationaux. Donc, la légitimité des processus électoraux passera nécessairement par une capacitation, par un renforcement du dispositif organico-national des partis politiques. Vous l'avez compris, on parle élection au cours de cette troisième audience du tribunal de l'actualité pour la semaine. Notre convoqué du jour s'appelle Aristide Béré, administrateur civil de son État. Il est ancien directeur général de l'ONI, l'Office national d'identification. On parle élection, bien entendu. Je vois que les juges veulent prendre la parole, mais ce que vous dites là, ça veut dire concrètement que quoi? Qu'il faut donner plus de temps à la transition pour asseoir les réformes qu'il faudrait pour qu'on en arrive finalement à ce nec ultra des élections? Non, je ne suis pas en train de dire quoi que ce soit. Je pose les questions. Si on veut faire des réformes, et comme tout le monde le dit, les transitions sont des périodes d'indéterminisme politique, c'est des fenêtres d'opportunité de réforme. Mais en même temps, il faut faire des réformes consensuelles, parce que aussi longtemps que dure la transition, elle restera une transition. Donc, aussi longtemps que durera la transition, elle restera une transition. S'il faut faire des réformes, il faut les faire. Ça veut dire c'est à nous de réfléchir sur le modèle à mettre en place, à mettre en œuvre pour sortir de l'ONIA. Oui, Bernard Boukma. Oui, alors la circonscription électorale du chef de l'État, c'est le territoire national. Pour les députés, ce sont les provinces, les maires, c'est connu. Mais maintenant, est-ce que dans ce contexte-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Organiser la présidentielle avant d'envisager les législatives après? Ou bien, quelle pourrait être la meilleure formule dans ces conditions-là? Parce que vous avez évoqué effectivement ce séminaire sous-régional où plusieurs pays sont venus partager effectivement leurs expériences. La Centrafrique, c'était un autre cas quand les élections s'y déroulaient. Le Nigeria aussi. Donc, quelle pourrait être la meilleure formule? Je ne veux pas avancer sur des idées préconçues. C'est juste des opinions que l'on jette comme ça. Et j'ai dit, le problème se pose moins quand il s'agit d'un scrutin national. Pose moins parce que pour élire un chef d'État, même si vous êtes à Washington, vous éliserez le chef de l'État. Donc, la circonscription nationale du chef de l'État, de l'élection du chef de l'État, permet de complexifier le processus de son élection. Tout à fait. Quand vous allez au niveau national, au niveau provincial, le problème commence à se poser. C'est pourquoi certains disaient, bon, écoutez, si on ne peut pas aller au niveau régional, au niveau provincial, on peut revenir sur le niveau national, régional, parce qu'on a déjà fait aussi cette expérience de l'élection des députés au niveau régional. On l'a déjà fait. Je crois en 2002, où on a supprimé la province comme circonscription et amené la région comme circonscription électorale. Donc, vous voyez que le problème se pose lorsqu'on va vers la périphérie. Et du coup, quand vous allez dans les communes, le problème est encore plus exacerbé. Donc, de mon point de vue, l'élection la plus facile à organiser, ce serait l'élection présidentielle. Et la moins difficile, c'est l'élection législative. Et l'élection extrêmement difficile à organiser dans ce contexte, c'est l'élection municipale. C'est l'élection municipale. Oui, Geoffroy Vara. Il n'a pas fini. J'avais également une autre question. Parce que par rapport à la légitimité, sur les propositions de réforme, il y en a qui proposent le suffrage indirect. Parce que nous sommes dans un suffrage. Oui. Voilà. Un suffrage universel direct. Bon. Il propose d'élire le président de la République au suffrage
Indirect. Donc là, il y a plusieurs schémas qui sont proposés. Pour la question de la légitimité, quelle pourrait être la meilleure formule? Est-ce qu'il faut continuer de faire les élections dans avec le même format? Parce que la vérité, c'est que dans ces conditions, à la fin de la transition, on aura le même problème de légitimité. Tout le monde n'ira pas, la grande majorité d'ailleurs n'ira pas aux urnes. Quelle que soit la durée de cette transition, c'est vraiment pas évident. Est-ce qu'on peut continuer avec le même schéma et espérer une légitimité de ceux qui vont être élus? Bien, le problème, effectivement, est posé. Prenez le cas des élections communales. Il y a tellement de déficiences, de désarticulation de commune à commune que on pose même la question de la légitimité de certains conseillers municipaux. Vous savez qu'à Ouagadougou, le plafond maximal d'élection du nombre de conseillers, c'est 6. Mais savez-vous qu'à Wolonkoto, il y a une commune de 2 villages. Chaque village élit 10 conseillers municipaux. Ça pose la question du poids démographique. Ça pose la question du poids démographique. Vous savez qu'à Ouagadougou, pour être élu, un député, il faut à peu près 350 000 personnes. Mais au Numbiel, il faut à peine 50 000 personnes. Ça veut dire quoi concrètement? Que le principe même d'égalité du suffrage, un homme, une voix, est totalement faussé. Parce que le citoyen, par exemple, de Batié, qui vote une fois, c'est comme s'il avait voté 100 fois. C'est comme si le citoyen de Ouagadougou avait voté 300 fois. Donc il y a un déséquilibre de représentation. Pendant que le député de Ouagadougou, il jouit d'une forte légitimation, a besoin d'une forte légitimation, le monsieur de Batié ou de Nouna ou de la Léraba a juste besoin peut-être de 5 000 voix ou de 2 000 voix pour être député de la nation. Regardez la différence entre 5 000 et 350 000 personnes. Donc, il y a tous entre la représentation, entre l'élection et la représentation qui en découle. Donc, il se trouve donc que les minorités sont fortement représentées et les majorités sont faiblement représentées. Ça, c'est les députés. Quand vous regardez l'élection présidentielle, j'ai pris l'exemple de 2020, 50% de taux de participation. Ramenez l'élection, le nombre de voix obtenues par le gagnant à l'ensemble de la population, vous n'avez pas 15% de la population. Donc, déficit, problème de légitimité, donc fragilité, parce que vous avez du mal à déployer vos politiques publiques, parce que les gens ne vous reconnaissent pas, parce que, bon, écoutez, le gars, il n'a pas participé au jeu, il s'en fout, en quelque sorte, mais si vous faites mal, il vous le dira. Donc, vraiment, il faut réfléchir pour voir qu'est-ce qu'il faut vraiment faire pour que le processus électoral puisse embrasser plus la population. Parce que de la délégitimité des institutions électorales qui va découler une certaine instabilité d'ailleurs que nous connaissons. Oui, mais vous n'avez pas répondu clairement à la question du juge qui demande s'il faut aller vers un scrutin indirect pour l'élection du président du FASO. Mais indirect, ça suppose qu'il y a d'abord a priori une élection directe. Oui, naturellement, oui. De quelqu'un. Ça sous-entend cela. Ça sous-entend qu'on élit directement des gens. Moi, je me pose la question, qui est-ce qu'on élit directement? Est-ce qu'on peut prendre la formule de Laurent Gbaddo qui dit qu'on élit les conseillers municipaux, qui élisent les députés, à leur tour qui élisent le président du FASO? Peut-être. Mais est-ce qu'on peut décider de ne faire que les élections législatives qui à leur tour éliront le président du FASO? Mais en même temps, ça change la nature du régime. Parce qu'au lieu d'un régime de nature présidentielle, on aura affaire à un régime fortement parlementaire où la tête du chef de l'État sera forcément chaque fois sous le couperet des députés, parce que c'est les députés qui l'ont élu, ils trouveront un mécanisme de mise en jeu de la responsabilité du chef de l'État. Moi, je veux bien que ça soit indirect, mais il faudrait bien savoir qui va élire le chef de l'État. Il faut savoir qui on élit au suffrage direct. Oui, Geoffroy Vara. Oui, c'est vrai que c'est très intéressant quand on écoute ces détails. Aujourd'hui, quand on regarde, je sais que vous avez été directeur général de l'ONI,
est-ce que la question des documents n'est pas aussi impactant pour ce qui est de nos élections? Et je pose le problème parce que lorsqu'on dit PDI, personne déplacée interne, c'est pas quelqu'un qui réfléchit quand il s'en va. Donc du coup, avec les dernières élections, il y en a déjà qui prédisaient la sous-représentation des PDI dans les votes. Et ils posaient l'inquiétude. Est-ce que ça ne s'est pas affirmé avec les dernières élections? Est-ce qu'on ne risque pas de se retrouver dans le même piège aujourd'hui? Et puis quel type de solution? De façon globale, la question des documents, logiquement, ne se pose pas. Okay. Parce qu'à chaque fois, on constate qu'il y a un écart important de 2 à 3 millions de personnes entre le fichier de la CENI et le fichier de l'ONU. Ça veut dire qu'il y a plus de gens qui détiennent la carte d'identité que plus de gens qui détiennent la carte d'électeur. Okay. Donc, de façon vue comme ça, et on ne peut pas dire que c'est l'absence de documents qui empêche les gens d'aller voter. Mais si vous versez sur la question des PDI, la question effectivement se pose. Parce que vous avez plusieurs situations. Il y a des PDI qui ont quitté, dont la commune a été totalement détruite avec toutes les archives. Il y a des PDI qui ont quitté, qui n'avaient jamais été enregistrés à quelque part. Il y a des PDI qui ont quitté, qui ont seulement peut-être la carte d'identité, mais qui n'ont pas d'acte de naissance, qui n'ont pas de carte d'électeur, qui n'ont rien d'autre, qui n'ont pu sauver rien du tout. Il y a des PDI dont on peut reconstituer les actes de naissance, il y a des PDI dont on ne peut rien. C'est pourquoi d'ailleurs on avait proposé une législation spéciale applicable aux PDI. Parce que vous vous rappelez, la Côte d'Ivoire à la sortie de la guerre a fait une loi d'amnistie concernant son état civil. Pour qu'on puisse décider effectivement, est-ce que Géoffroy Vaha reste définitivement Géoffroy Vaha ou il change? Parce qu'on a du mal à reconstituer, à retrouver. Il y a des gens qui ne connaissent pas le nom de leur père. Parce qu'au village, il y en a qui n'appellent jamais leur père par son nom. Il y a des gens qui ne connaissent pas le nom de la date de leur naissance. Ça, c'est carrément, au village, ça, c'est le cadet des soucis des gens. Donc, même pour reconstituer par témoignage comme ça, on a du mal à le faire. Donc, il faut une législation spéciale et c'est ce qu'on disait. Comment les Français ont fait après la Seconde Guerre mondiale? Comment les Russes qui ont perdu 20 millions de personnes à la guerre ont pu reconstituer leur état civil? Il y a donc des méthodes. Il faut des législations spéciales parce que, bon, je ne veux pas minimiser la question, mais quand vous comparez ce que certains pays ont vécu dans la destruction de leur état civil et ce que nous avons vécu, il n'y a pas de comparaison. D'accord. Il y a un deuxième point, parce que je sens qu'on est presque à 50, il y a la CENI dont on n'a pas parlé. CENI, quand même, quoi qu'on dise, c'est un point majeur. Quand on regarde, c'est quelle CENI il faut dans notre contexte. On a déjà une expérience à partir de 2015. 2015, lorsque la transition est arrivée, la CENI a été maintenue en l'état. Elle a organisé des élections de tous les superlatifs. On a dit c'est l'élection la plus jamais organisée. Même là, le taux de participation était appréciable. Oui. Et donc, ça veut dire qu'on a déjà cette expérience de 2015 que l'on peut utiliser. Si vous décidez aujourd'hui de retoucher la CENI, la question va se poser. Il n'y a plus d'Assemblée nationale, il n'y a donc plus de CFOP, il n'y a pas d'APMP. Et donc, du coup, aujourd'hui même, demandez aux OSC de choisir des représentants à la CENI, vous allez voir le problème que ça va susciter. Donc, si vous cassez la CENI, vous la recomposez comment? Tous les partis auront vocation à venir, puisqu'il n'y a plus de CFOP à désigner 5, il n'y a plus de majorité pour désigner 5, et les OSC ont été plus ou moins reconfigurés. Donc, de mon point de vue, en tirant les leçons de 2015, elle peut rester en l'état de façon transitoire, exactement comme c'est la transition, pour permettre d'organiser les opérations électorales et aller sereinement. Parce qu'une grosse réforme de l'institution en charge des élections suscite forcément des suspicions. Alors pourtant en 2015, le débat même a été posé. Dès lors qu'il n'y a plus de majorité, il n'y a plus d'opposition, le débat a été posé. Certains disaient il faut effectivement casser soit la CENI ou procéder à un autre remplacement. Cette année, dans certains cercles, ce même débat revient à la charge, notamment
notamment concernant le caucus parti politique, qu'il faut revoir parce qu'il n'y a plus de majorité ni d'opposition. Donc, je ne sais pas si ça pose une question de légitimité de représenter les partis politiques à ce niveau-là, à telle enseigne que ce débat revient. Le Premier ministre a d'ailleurs mis le doigt là-dessus, enfin, a ébauché la question quand on lui a remis donc les travaux du chronogramme actualisé, quand le comité technique lui a remis les travaux du chronogramme actualisé de la transition, en demandant qu'est-ce qu'il faut faire de la CENI. En tout cas, il va falloir statuer là-dessus. Est-ce qu'il faut garder la formule actuelle? Est-ce qu'il faut la réformer ou est-ce qu'il faut simplement s'en passer? Il a même évoqué le fait que l'administration territoriale pourrait organiser les élections. Bon, de mon point de vue, l'expérience de 2015 est assez instructive. Si vous cassez, vous êtes dans une situation où pour reconfigurer la CENI selon le format opposition-majorité est impossible. Mais dans le cas où... Oui, allez-y. Si on veut que ce soit une autre institution, rappelez-vous que la CENI vient de très loin. La CENI vient de loin. C'est un consensus dont a découlé la CENI. Si, comme je disais au début, si le consensus demeure, et si ce qui a prévalu en 2015 pour le maintien de la CENI demeure, moi je ne vois pas l'urgence de changer d'organisation d'OGE. Pourquoi? Si vous cassez aujourd'hui, vous complexifiez davantage la question. Il faut trouver quelqu'un, il faut former, il faut administrer, alors qu'en l'état, vous avez une institution déjà existante et prête à l'emploi, qui a déjà même commencé des travaux, qui a déjà son plan et tout, qui a même été associé. Je voyais les images avec le Premier ministre, où le président de la CENI et sur les membres de la commission technique. Et donc, je pense que revenir en arrière et dire, bon, écoutez, on casse ça, va complexifier davantage la question. Oui, Bernard Bougma. Il va en avoir difficile l'organisation à bonne date. Oui, voilà. En fait, moi, la question, c'était dans l'hypothèse qu'effectivement la CENI est cassée et que c'est une direction annexée au ministère de l'administration territoriale qui s'occupe des élections. Parce qu'il y en a qui mettent également cette formule sur la table. Est-ce qu'elle peut être fiable? Non, moi, je ne pense pas que c'est une formule fiable. Pourquoi? Parce qu'il faut trouver quelqu'un à mesure de le faire. Consensuel. Si la CENI est là, c'est parce que nous sommes dans une dynamique de neutralisation réciproque. On se surveille mutuellement. Et c'est ce qui engendre la confiance. Nous tous, nous sommes dedans. On se surveille, on sait qui fait quoi. Voici comment on déroule les choses. Aujourd'hui, il vous faut trouver des agents électoraux qu'il faut réformer. Il faut trouver une administration qu'il faut réformer, qu'il faut administrer et qu'il faut déployer sur l'ensemble des territoires. Voilà. Le temps de la transition ne permet pas de faire ce type de réforme et d'organiser les choses à bonne date. Le temps de la transition ne permet pas de faire ce type de réforme et d'organiser les choses à bonne date. Il y a beaucoup de tiroirs dans ce processus électoral. Et on reviendra sans doute là-dessus pour reparler de la CENI, pour reparler du processus en lui-même et pour parler du chronogramme de cette transition qui devrait s'achever le 1er juillet 2024. Malheureusement, le temps qui nous est imparti est arrivé à son terme et nous mettons un terme également à cette audience du tribunal de l'actualité qui a évoqué le système électoral du Burkina, les voies et moyens. Les voies et moyens de rendre ce système plus efficace au sortir de la transition. Une audience qui a bénéficié des éclairages de Aristide Béré. Il est administrateur civil, ancien directeur général, je dis bien, de l'Office national d'identification, ONI. Il était aussi directeur des libertés publiques et des affaires politiques. Merci, Monsieur Béré, d'avoir honoré notre convocation. C'est moi qui vous remercie. Merci aux juges qui ont siégé aujourd'hui. Bernard Bougma, merci. Merci, Président. Merci à Geoffroy Avara. Merci. Et merci aux équipes techniques de réalisation, ainsi qu'à vous tous, auditeurs et auditrices de Radio Watt FM, téléspectateurs et téléspectatrices de Truc TV, pour votre fidélité et pour votre attention. Retenez bien que je voudrais, n'a jamais
jamais rien fait. J'essaierai à faire de grandes choses et je veux à faire des miracles. Prenez en bonne note et prenons soin les uns des autres. Prenons également rendez-vous pour la prochaine audience du tribunal de l'actualité. C'est juste demain, mêmes heures, mêmes antennes, pour avec un maillet toujours aussi juste, incisif et sans complaisance.